Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis contente de te retrouver comme tous les vendredis matins et je continue cette série de podcasts dédiés à l'astrologie. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la lune noire. Donc la lune noire, dans le thème, il s'agit d'un point fictif. C'est pas une planète comme le Soleil, la Lune, Mercure. Enfin bon, le Soleil et la Lune, c'est pas des planètes à proprement parler, mais le Soleil c'est une étoile. Mais bref, en astrologie, on dit planète. C'est comme ça, voilà, ça simplifie. Mais parmi les points qu'on peut regarder, il y a aussi des points fictifs qui relèvent plutôt d'un calcul. Mais en tout cas, c'est un endroit où il n'y a rien de concret. Donc, si je dis pas de bêtises, après ça reste des trucs techniques, mais grosso modo, la Lune a un orbite qui est ovale et un ovale a deux foyers, deux centres en fait, enfin pas centre du coup, deux foyers. Donc il y en a un, c'est la Terre, et il y en a un autre, c'est l'emplacement de la Lune noire. Donc il y a bien une existence géométrique, j'ai envie de dire, à ce point, mais c'est un point où il ne se passe rien. Enfin, où en fait, c'est du vide. C'est un point qui existe, mais qui est vide. Et donc, en fait, c'est cette zone de vide qui va se traduire dans notre thème. C'est-à-dire que l'endroit où va être positionnée la Lune noire, donc comme pour toutes les autres planètes qu'on a pu voir et tous les autres positionnements, c'est à la fois dans une énergie et dans une maison. Donc, ça veut dire que cette énergie-là, on va avoir la sensation d'en être privé. On va avoir la sensation qu'à cet endroit-là, c'est vide. On va se croire profondément indigne de cette énergie-là. Ça va être très difficile d'être à l'aise dans cette énergie qui nous fait cruellement défaut. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le vivre. Et en plus, on va avoir la sensation, alors on va vraiment avoir un fantasme, on va vraiment fantasmer un idéal de ce que ça doit être d'avoir ça. Mais on parle vraiment d'un idéal et d'un fantasme. Le fantasme d'un idéal. T'imagines un peu le combo des deux, à quel point en fait c'est une vision exagérément belle et lumineuse, et vraiment on idéalise quelque chose, et en réalité ceux qui n'ont pas la blessure à cet endroit-là et qui manient cette énergie, qui ont leur soleil par exemple dans cette énergie, ne vivent pas cette panacée qu'on imagine. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du fantasme. On fantasme ce manque et en fait on pense que si on n'a pas ça, si on ne l'a pas, si on ne le ressent pas, si on a l'impression d'être vide à cet endroit-là, c'est que sûrement on n'est pas digne de recevoir ça ou d'être connecté ou d'être de posséder cette énergie-là. Et en fait alors tout ça évidemment on est bien d'accord, c'est inconscient, hein. Donc on va potentiellement grandir en étant persuadé d'être puni à cet endroit-là, d'être privé en fait, vraiment d'être privé, c'est ça le mot. Il y a vraiment une privation à cet endroit-là, on nous l'a pas donné, et on va grandir avec cette croyance que on doit être coupable de quelque chose pour pas mériter ça. Quoi ? On n'en sait rien, mais forcément, on est coupable de quelque chose. Et un coupable, qu'est-ce qu'il fait ? Il paye. Et donc, d'une certaine manière, on va chercher, inconsciemment, je continue de préciser, à se faire payer cette croyance de culpabilité. Pourquoi ? Parce que quand un coupable a fini de payer sa dette, ou sa peine, purger sa peine, etc., qu'il a payé, en fait, il y a un côté... c'est bon, on passe à autre chose, et il y a une espèce de salvation derrière quand on a acquitté sa dette et quand on a réparé sa faute par exemple. Donc on va se faire souffrir à cet endroit où on pense être coupable de quelque chose pour, avec le secret espoir, de ressentir enfin cette forme de salvation. Et en réalité, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, donc on ne ressent jamais cette salvation, et donc
toujours inconsciemment, je crois que je vais le répéter tout le long de l'épisode, toujours inconsciemment, il y a quelque chose qui va venir dire « Ah merde, c'était pas assez, bon bah, je vais me faire souffrir un peu plus parce que sûrement c'était pire que ce que je croyais. » Et ça peut être comme ça l'escalade de souffrance qu'on va soit faire tout seul comme un grand, on va se saboter, s'auto-saboter allègrement dans le domaine de vie qui va être concerné et avec cette énergie-là, en rapport avec cette énergie-là, qui sera concernée par le placement de la lune noire. Et en réalité, ça ne marchera jamais. Pourquoi ? Mais parce qu'on essaye de se faire payer une culpabilité qui n'existe pas. Parce qu'à cet endroit-là, on n'est pas coupable. À la limite, on est victime de sentir ce manque-là, mais on est coupable de rien du tout. C'est pas comme si c'était une punition et qu'on nous avait enlevé ça. Par contre, c'est réellement une zone de vide. C'est une zone avec une sensation de vide. Et c'est pour ça que souvent, quand je parle de la lune noire, je parle du complexe d'Obélix. Donc j'ai déjà fait un épisode dédié à cette manière de voir, en parlant des évidences et de ce qui est trop naturel, comme Obélix qui a sa force surhumaine, c'est tellement naturel, tellement évident, c'est tellement... ça fait tellement partie de sa normalité à lui qu'il a toutes les peines du monde à voir à quel point il y a un truc exceptionnel chez lui qui effectivement justifie qu'il ne soit pas traité comme les autres, qu'il est témoin pour de vrai que les autres reçoivent de l'aide, reçoivent de la potion magique, que la vie les aide à s'améliorer et que lui, il est condamné à être juste ce qu'il est et ça le fait profondément souffrir. Et il n'arrive pas à voir que s'il n'obtient pas ça, c'est pas parce qu'il mérite pas, mais parce qu'il en a pas, mais pas du tout besoin. Et que l'idée va être de s'occuper de soi dans cette croyance-là de pas mériter. Et en réalité, comme on ne ressent pas cette énergie, en fait, on est un expert, on devient un expert de faire sans. C'est comme si on avait été balancé dans un désert, mais pas pour crever, de dessécher dans son désert, mais bien pour apprendre à naviguer dedans, à se repérer dedans, à être son propre guide dans ce désert-là. Et parce qu'on va connaître les écueils des déserts, on va pouvoir transmettre ça aux autres et leur apporter en fait ce qui nous a tant manqué dans notre propre traversée du désert. Et du coup, ça va devenir une excellence parce qu'on est des experts de faire sans. Donc en fait, on l'offre aux autres parce que ça nous manque cruellement. Et du coup, c'est comme une médaille, il faut imaginer la blessure. Alors, j'aime pas trop le mot blessure, mais j'ai pas trouvé comment le remplacer. J'aime pas le mot blessure parce que pour moi, on dit blessure de lune noire parce qu'il y a réellement une souffrance. Donc là, pour cette partie-là, je vois bien l'utilisation du mot blessure. Mais ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que, pour moi, en tout cas dans ma vision des choses, une blessure, ça se guérit. Une blessure, il y a un moyen de soigner, de refermer, de nettoyer, de recoudre et que ce soit un jour derrière nous. Cette blessure, même s'il reste une cicatrice, même s'il reste des traces, même s'il reste des douleurs résiduelles, etc. et le souvenir de ce qui a causé la blessure est refermée. En fait, la zone de lune noire, c'est vraiment une zone de néant qui va rester vide. Il n'y a rien à faire. Et on peut pas, ça peut pas ne plus être une zone de vide. Donc, il n'y a pas un truc à guérir à cet endroit-là. C'est justement parce que c'est vide. En fait, c'est vraiment une zone où tu vas devoir créer encore et encore et encore parce que ça ne viendra pas de l'extérieur. Ou en tout cas, même si ça venait de l'extérieur, déjà d'une, ça a tendance en général à réveiller l'indignité, la croyance d'indignité qu'on ne mérite pas ce truc-là. Donc on le veut qu'on nous le donne, on le cherche à l'extérieur et puis tout d'un coup on nous le donne et ça réveille quelque chose de l'ordre de « Oh non mais j'ai pas le droit à ça, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça va me brûler les doigts, je veux pas de ça. » Donc il y a une espèce d'ambivalence autour de cet enjeu-là qui va faire qu'on va se comporter parfois de manière phobique, c'est-à-dire qu'on va complètement fuir le problème ou de manière contrephobique. Je vais prendre l'exemple du complexe d'échec. C'est mieux complexe, tiens, que blessure. Complexe, voilà. Le complexe d'échec, par exemple. Si la lune noire est positionnée dans le Capricorne, ça donne un complexe d'échec. Donc, après, encore une fois, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais je simplifie volontairement. Donc, il va y avoir deux manières de se comporter. Il va y avoir la face phobique, c'est-à-dire qu'on va totalement fuir le problème. On va fuir la possibilité de se retrouver en échec. Donc, potentiellement, en n'essayant même pas.
Comme ça, si on n'essaye pas, on risque pas de se planter. On n'est pas face à un échec. Donc il peut y avoir quelque chose où on n'entreprend jamais rien, où on va rester, où on va tout faire pour éviter de se retrouver en position d'échec. Ou alors, on va se confronter au problème coûte que coûte pour se faire croire que c'est OK à cet endroit-là. Et donc là, on peut être surperformant. Un 19,5, quand on visait 20, c'est de la merde. Ça va nous donner quand même la sensation d'être en échec et il va falloir qu'on réussisse coûte que coûte. Mais il va y avoir un manque de liberté en fait dans l'expression de l'énergie du Capricorne. Il va y avoir vraiment une problématique et qui va se jouer dans un extrême ou dans l'autre. Mais en tout cas, on va manquer de liberté dans l'expression et dans l'utilisation de l'énergie de ce complexe-là de lune noire, à l'endroit où elle est placée. Alors, c'est pas forcément une fatalité, parce que à partir du moment où on le sait et où on vient mettre de la conscience, donc de la lumière là-dessus, on réussit à le regarder autrement, à prendre pleinement cet endroit qui nous fait tant souffrir, et à naviguer dans ce vide et à apprendre à se repérer dans ce vide et à petit comprendre que au-delà de la honte que ça peut générer, il y a une vraie excellence derrière. Mais ça restera une zone, ça restera un complexe, ça restera quelque chose qui nous complexe profondément et où on ne sera jamais rassuré. Et c'est justement parce qu'on ne sera jamais rassuré qu'il y aura une forme d'excellence dans la transmission finalement et même l'utilisation de cette énergie, parce qu'on va tellement s'en croire pas digne et on va tellement avoir l'impression de ne pas être à sa place dans l'utilisation de cette énergie-là, qu'on va toujours le faire avec beaucoup d'humilité et en même temps une expertise incroyable. Quand je reste sur l'exemple du complexe du Capricorne, en fait, il y a l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de terre, c'est une énergie de maîtrise, donc il y a quelque chose de très sain dans la manière de structurer. C'est vraiment l'image du tuteur qui va aider la plante à pousser plus haut, mais qui va pas la rigidifier pour qu'elle pousse droite et qu'elle soit parfaite. Mais s'il n'y a pas un tuteur solide au milieu qui la guide pour faire son propre chemin, pas qui va décider à sa place ou quoi, mais qui va être vraiment le garant d'une structure qui va permettre de s'élever, le tuteur va permettre ça. Sinon, la plante, elle pourrait casser sous son propre poids, monter beaucoup moins haut pour justement pas se casser, etc. Et c'est là où il y aurait une vraie maîtrise pour cette personne-là à être, par exemple, un chef d'entreprise, d'être quelqu'un qui fait preuve d'une autorité naturelle sans avoir besoin de forcer. La personne, elle sait même pas comment elle fait pour que les gens, quand quelqu'un qui a un complexe d'échec donne une directive ou une règle à suivre, ça pose même pas de problème, alors que d'autres, ça va être la rébellion totale quand il y a quelque chose de posé. Mais la personne ne va pas s'en rendre compte parce que justement, en fait, elle va rien chercher d'autre que le bien, le bien de la situation. Donc ça, c'est un exemple comme un autre, hein, c'est hyper réducteur, mais parfois, avec un exemple concret, c'est un peu plus facile de voir. Donc c'est comme si, en gros, on avait l'étoffe pour être un dirigeant, en étant persuadé qu'on n'est même pas capable d'être au premier échelon de l'entreprise, alors qu'on a clairement les capacités à en être la tête, quoi, à la tête. Donc c'est vraiment de cet ordre-là. Tout comme Obélix est persuadé de pas compter et d'être puni et de pas avoir le droit à être aidé et que sa force n'a rien d'exceptionnel et qui va s'en rendre compte que quand les autres vont lui dire mais Obélix soulève ci, casse ça, libère-toi, libère-nous, pète des portes, casse des chaînes, défonce des pyramides pour qu'on reste pas enfermé là-dedans, et que finalement c'est toujours lui qui a la solution et qui finalement a cette excellence-là, mais tout en étant persuadé, il pousse son mur de manière assez banale en disant bon, ça m'a rien coûté, quoi. Donc de pas voir le côté exceptionnel. Donc c'est vraiment ça, avec un complexe de Capricorne, on peut ne pas se rendre compte qu'on est un vrai phare dans la nuit et dans la tempête. Parce qu'en fait, on est un roc, on est solide, on donne le cap et les gens peuvent vraiment s'appuyer en fait sur nous. Enfin sur nous, je dis ça comme si j'étais concernée, mais sur les personnes qui vont avoir ce complexe-là. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour expliquer cette espèce de zone de vide sur laquelle on a besoin de revenir, il y a deux exemples que je donne souvent. Il y a l'exemple de l'estomac, c'est-à-dire que il faut imaginer cette zone de lune noire, la zone impactée par la lune noire, comme un estomac, qui fonctionne comme un estomac. C'est-à-dire qu'un estomac,
quoi que tu fasses, ne sera jamais rempli pour de bon. Tu vas devoir manger encore et encore et encore et encore, parce que sinon ton ventre en fait se vide, ça finit par faire mal au ventre, et si vraiment tu manges pas, alors c'est marrant parce que je dis ça et je gargouille, je sais même pas si ça s'entendra au micro, mais genre mon ventre on parle de moi. Donc il y a vraiment cette idée de un estomac qui sera jamais rempli. Et en fait, on imagine que si on nous donne pas à manger dans cette là pour notre estomac, si on nous donne pas à manger, c'est qu'on mérite pas et que quelque part finalement on va se laisser souffrir à cet endroit-là, maigrir, avoir mal au ventre, manquer d'énergie, peut-être avoir des carences, etc. Donc imaginez qu'un jour vous veniez en rendez-vous avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, on s'en fout, vous avez mal au ventre et moi je vais vous expliquer que en fait cet endroit il vous fait mal parce que c'est vide et que donc il va falloir remplir pour que ça soulage en fait la douleur et la sensation de vide et cette espèce de tiraillement à l'intérieur au cœur de son être et de son corps. Donc la clé, elle est dans le fait de se nourrir. Mais sauf que c'est à toi de te nourrir. Personne ne le fera à ta place. Et tu peux te balader dans la rue, la bouche ouverte, en te disant c'est quand même évident que j'ai besoin de manger. Pourquoi il n'y a personne qui arrive avec une cuillère pleine ou un bout de pain et qui me colle pas ça dans le bec? Il faudrait presque qu'on prenne ta mâchoire pour te faire mâcher, pour que tu estimes que tu as le droit de manger. Ça fonctionne vraiment comme ça, en fait. La croyance d'indignité, c'est que si on me le donne pas, c'est que je le mérite pas et on va pas le chercher soi-même. Alors qu'en réalité, toute la clé est d'aller le chercher pour soi-même, justement. Donc, j'entends que c'est quelque chose de difficile à entendre. En plus, c'est vraiment une zone qui est extrêmement fragile. Moi, j'appelle souvent la zone de lune noire la zone de cristal, parce que c'est à la fois aussi fragile que du cristal et c'est aussi pur que du cristal. C'est vraiment un endroit qui est l'expression la plus pure de l'énergie concernée, parce que justement, on ne peut pas s'en saisir, qu'on ne peut pas la sentir, et donc c'est comme si cette énergie, elle nous traversait sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on puisse la saisir pour en faire consciemment quelque chose. Donc il y a une manière très pure de distribuer, ou en tout cas que cette énergie nous traverse. Et nous, autant c'est un vide et ça prend pas, autant les autres, ils vont prendre ce qu'on va dire dans cette énergie-là. Ça aura de l'importance, ça aura du poids, alors que pour nous, ça reste du vide. Et que le vide, ça peut peser très très lourd, ceci dit. Donc on est avec notre estomac, et il y a un côté un peu décourageant, parce que quand tu comprends, ah d'accord, ok, donc en fait il faut que je mange pour ne plus avoir mal au ventre. Oui, c'est ça, donc je vais rentrer chez moi, je vais manger un bon coup, et ça ira mieux pour toute la vie, parce que du coup, j'ai compris. Ah bah oui, mais non, parce qu'en fait, l'estomac... va transformer cette nourriture en nutriments, en plein de choses, en ce que tu veux, et l'estomac va se vider. D'accord. Et donc, tu es en train de me dire qu'il va falloir que je mange tous les jours. Alors, pas tout à fait. Tu vas devoir manger 3 fois par jour. Non, mais tu déconnes. Si, 3 fois par jour. Alors, imagine un peu ce que ça implique de devoir manger 3 fois par jour. Ça veut dire trouver du temps pour aller faire des courses. Avoir l'argent pour payer ses courses. Ensuite... s'équiper d'une cuisine pour pouvoir transformer sa nourriture et en faire des plats. Même s'il y a des trucs qui peuvent se manger comme ça, si on veut varier un petit peu, il va falloir cuisiner. Donc il va falloir une cuisine, il va falloir des ustensiles, il va falloir apprendre à utiliser tout ça, il va falloir apprendre des recettes. Et tout ça va demander énormément d'efforts et de temps. Et tu vois bien que si on compare vraiment le fait de... manger, c'est primordial. C'est-à-dire que si tu manges pas, tu feras rien d'autre dans ta vie. Et ben, c'est un petit peu pareil de la lune noire. C'est-à-dire que si tu t'en occupes pas, il y a un moment donné où ça va plomber bien d'autres pans de ta vie. Donc ça paraît démesuré, l'attention qu'il faut porter à cet endroit-là. Mais ça reste un choix. C'est-à-dire que quand tu as compris qu'il faut manger plusieurs fois par jour, si tu n'as pas envie d'aller faire les courses toutes les semaines ou 2 fois par mois, que tu n'as pas envie que ça te coûte une blinde, que tu n'as absolument pas envie de cuisiner et que tu n'as pas du tout envie d'apprendre à cuisiner, tu peux aller une seule fois, une bonne fois, aller t'acheter, je sais pas moi, un stock de boîtes de conserve de maïs et tu vas remplir du sol au plafond une pièce de ta maison, et puis tu vas le faire 1 fois par an. Et puis dès que tu sens que ton ventre a faim, clac, tu dégoupilles là une boîte de maïs, tu manges ça comme ça, même la boîte. Alors, tu vas pas mourir, du coup, puisque tu te nourris, mais enfin, je pense que tu vas avoir des carences. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas être écœuré par le maïs. Mais ça, c'est un choix, c'est quelque chose que tu peux faire de cette manière-là. Ou alors, tu peux décider de prendre ce qui est une problématique
quelque chose qui va te demander un effort, du travail, de la conscience et qui va jamais te laisser tranquille, et ben tu peux te dire ok, quitte à ce que de toute façon je doive revenir sans cesse sur ce truc-là, et je vais peut-être prendre le temps d'apprendre. Et donc tu vas petit à petit apprendre à cuisiner, goûter différents aliments, te rendre compte qu'il y a des trucs que tu adores et qui te font vraiment beaucoup de bien, et tu vas faire l'effort de faire ça pour toi. Pas tout le temps, mais les 3/4 du temps. Et puis tu vas aussi avoir potentiellement envie de partager ça avec les autres, de dire « Oh, j'ai testé une recette, c'est trop bon, j'ai trop envie de te faire goûter ça », et de partager ce que tu auras appris dans la quête qui finalement à la base est la tienne. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et ça ne veut pas dire qu'au cours de ton chemin et de tes apprentissages autour de la cuisine, pour rester dans cette image-là, tu ne vas pas de nouveau souffrir. Parce que parfois tu vas trouver ça tellement bon qu'en fait tu vas te gaver et tu auras mal au ventre, que parfois tu vas peut-être tomber sur des aliments immondes que tu vas trouver vraiment dégueulasses et qui vont même peut-être te rendre malade, ou des trucs périmés qui vont vraiment là te rendre malade en mode intoxication alimentaire, ou alors peut-être que tu vas découvrir que tu es allergique à un aliment, ou le devenir, ou intolérant, etc. Et donc il faudra ajuster et continuer de prendre soin de toi à cet endroit-là sans que jamais il y ait rien d'acquis et qu'il y ait quelque chose qui coule de source, qui aille de soi. Donc c'est vraiment cette idée-là que ce vide-là ne sera jamais rempli, et c'est ça qui est génial. Au lieu de le voir comme une punition, c'est de réussir à voir ça que c'est l'endroit où, c'est comme si le zodiaque t'avait donné toutes les clés sauf une, et qu'en fait l'endroit où le zodiaque s'est retiré, c'est l'endroit où tu es venu pour être dans la co-création, dans la création, et là où tu es venu pour grandir. On dit souvent que les enfants grandissent, s'autonomisent, deviennent qui ils sont, là où les parents se retirent. C'est vraiment cette idée de tu vas donner tout ce que tu peux à tes enfants, mais à un moment donné, pour qu'ils puissent avancer et devenir les adultes qu'ils sont vraiment, c'est là où on va plus être là, qu'ils vont devoir aller chercher à l'intérieur d'eux des ressources. Ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent le faire dans la souffrance et se démerder tout seuls. Ils peuvent demander de l'aide ou quoi, mais ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils sont capables de le faire tout seuls et d'aider les autres que si personne ne le fait à leur place. Que s'il y a un moment donné, il y a un manque où il y a besoin d'aller chercher quelque chose, d'aller s'apporter quelque chose, et là, on va aller déployer, on va se rendre compte qu'on a plein de ressources à déployer, ou alors on va se rendre compte que des ressources à cet endroit-là, on en manque, ou que c'est pas là où on est le plus à l'aise, mais que d'autres ont l'air à l'aise, donc on va aller chercher ça chez les autres, et nous, on va pouvoir aussi parfois offrir aux autres, là où nous, on est plus à l'aise. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que tu peux essayer de comprendre ce que ça fait que cette zone de lune noire. Mais il faut pas oublier, là ça a l'air cool, presque, parce qu'on parle d'un estomac qui a juste faim, mais il y a une grande notion de souffrance. Imagine quelqu'un qui se nourrit pas, dans quel état physique, moral, etc. La personne peut finir par se retrouver. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une honte fondamentale. On a profondément honte d'être privé de ça, parce qu'on pense qu'on est tellement horrible à cet endroit-là, qu'en fait on n'a même pas le droit à ça. Et ça, en fait, c'est une zone qui fait super mal. Donc souvent, je suis quand même un peu rentre-dedans. Je peux être assez cash sur les choses qui ont besoin d'être entendues. Alors, c'est jamais gratuit, c'est toujours avec énormément de bienveillance. Mon amie Alexia, qui est aussi thérapeute, me dit que je fais des colères d'amour. Et je trouve ça trop mignon, parce qu'effectivement, parfois, je me mets en colère, mais c'est tellement... En colère, c'est un grand mot, mais de dire mais c'est pas vrai, mais tu vas arrêter d'être dur comme ça avec toi, tu vas arrêter de pas voir où est ta valeur, merde. Ce truc un peu de colère d'amour pour dire mais enfin arrête d'être aussi dur avec toi, par exemple. Eh ben, l'idée, ça va être d'apprendre à arrêter d'être dur avec soi à cet endroit-là qui est déjà suffisamment douloureux, et d'apprendre à sauter dans le vide et à avoir une foi absolue. Pour moi, vraiment, la lune noire, c'est un chemin de foi. C'est-à-dire que pour moi, la foi, que tu entendes quelque chose de religieux, de spirituel ou pas du tout dans ce mot-là, peu importe, ça change pas pour moi la définition. Pour moi, la foi, c'est de croire en quelque chose dont tu n'auras jamais la preuve. Ou vraiment, alors si tu veux des preuves, il y en a, mais ça suffira jamais à te convaincre à 100%. Il y aura toujours un doute. Et tu vas chercher toujours la preuve suivante. Et en fait, la preuve suivante ne t'apportera jamais la paix que tu penses avoir à cet endroit-là. Pour prendre un Dieu, celui que tu veux, celui en lequel tu crois, ou l'univers, ou tout ce que tu veux, c'est un acte de foi de croire qu'il y a un Dieu, un univers, quelque chose plus grand que nous, que du coup ça fait des synchronicités, que ça exauce des prières, des choses comme ça. Et des preuves, si t'en veux, t'en as plein, t'en trouves plein.
Moi, je peux t'en donner plein, des preuves de synchronicité, des preuves que quand je fais des soins énergétiques, il y a quelque chose au-delà de moi qui se passe. Je peux t'en donner des exemples concrets, réels, qui sont issus de la réalité. Mais ça reste un petit bout de la réalité et ça reste mon prisme et ma perception. Et même si moi-même, je vois des preuves que je trouve recevables, où je me dis non, là quand même, il y a vraiment un truc, tu vois. Et ben, ça reste un truc de « et si c'était de la foutaise ? Et si c'était pas du tout vrai ? Et si en fait, c'était juste du hasard ?» Alors que moi, je suis persuadée que le hasard, ça n'existe pas. Et si c'était que du hasard ? Et il y a toujours un petit doute. Et ben, c'est ça la foi. C'est vraiment il n'y a pas de preuve, et même s'il y en a, j'ai envie de te dire, c'est comme s'il n'y en avait pas. Il n'y aura jamais un truc de « non, ça y est, c'est bon, je suis sûre et certaine, ça marche comme ça, il y a des guides, il y a l'univers, c'est bon, je suis sûre et certaine, quand je fais un soin énergétique, je suis accompagnée, il y a tout qui va bien, quand je tire des cartes, que je fais des tarots, que je fais des oracles ou que je fais des séances, je suis hyper intuitive parce qu'en fait, je suis hyper guidée. » Voilà, je ne serai jamais rassurée là-dessus. Parce que moi, ça fait partie, cette foi-là, alors moi, ça va être vraiment le cœur de mon complexe à moi. D'être dans cette ambivalence, de me croire complètement vide à cet endroit-là et d'être presque obligée de constater que ça n'a pas l'air si vide que ça une fois que je suis dedans, une fois que je suis lancée. Et en fait, c'est comme si tu pouvais avoir accès à cette énergie que dans l'instant présent, que tu pouvais pas emmagasiner. Comme, on va garder l'image de l'estomac, comme si au moment où tu manges, tu kiffes, tu te régales, tu sens le bien que ça fait et t'as plus aucun doute sur le moment où tu es en train de manger qu'il y a une vraie clé là-dedans et que ça en vaut la peine. Et puis hop, quand ça s'arrête, t'as refaim. Et tu redoutes, et t'as remal, et c'est revide. Et c'est exactement ça. Dans l'instant présent, quand tu seras en train de faire tout en étant persuadé de pas être capable, et c'est là en fait que tu vas devenir excellent. Et avec une humilité, du coup, une vraie, pas une fausse modestie feinte, tu vois, vide et creuse. Non, une vraie humilité. Pour moi, dans la construction de ce qu'on a pu voir les 2 derniers épisodes et celui-ci, c'est ça pour moi comme ça que ça s'articule. On a le personnage principal de l'histoire qui est nous, qui est composé de Soleil, Lune, Ascendant. Donc je t'invite à écouter l'épisode dédié à ça si tu ne l'as pas écouté. Donc il y a les 3 marqueurs de personnalité qui forment le personnage, le héros de l'histoire qui est nous. Et on part d'un point de départ qui est le karma ou le nœud lunaire sud, ou la queue du dragon. Donc pareil, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière dédié au chemin de vie. Donc on part de ce point de départ dans lequel on souffre, où on pense, où on baigne dans quelque chose de pas confortable. Et l'idée, ça va être de se mettre en mouvement vers son nord, vers son cap, vers son nœud nord, vers son dharma, vers ce que ton petit soleil, ton âme a décidé de venir expérimenter le chemin vers lequel elle a envie de tendre, ce qu'elle est venue apprendre. Parce que, pour rappel, le karma, le point de départ, c'est quelque chose que tu connais par cœur et que tu fais de manière réflexe jusqu'à l'écœurement et jusqu'à ce que ça devienne toxique à force d'être répétitif. Et du coup, le point qui est en face est l'inverse opposé. Et donc, c'est, par définition, s'il y a quelque chose d'inné, il y a quelque chose à acquérir en face, il y a quelque chose à apprendre. Donc, ça veut bien dire qu'on l'a pas, mais que c'est quelque chose vers lequel on tend et qu'on vient apprendre. Mais pour ça, il faut lâcher, il faut accepter le vide. Et pour moi, un des leviers, une des clés réside dans la blessure de lune noire, le complexe de la lune noire, de savoir de quelle face on va utiliser la médaille lune noire. Et pour moi, si tu utilises la lune noire sur la face blessée, sur la face complexe, tu vas venir renforcer tes réflexes karmiques et la souffrance qui va avec. Si tu réussis à tourner la médaille de ta lune noire et d'être dans cette excellence-là avec une foi absolue, parce que jusqu'à ce que tu y sois, tu croiras que tu n'es pas capable, mais d'avoir une foi dans le fait que tu vas y arriver, là, ça ouvre la voie du dharma. Et souvent, c'est vraiment une quête de sens qui va te mettre en mouvement, en fait. Et tu resteras persuadé de ne pas y arriver. Et je trouve que Harry Potter, pour le coup, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on a un petit garçon qui est maltraité, qui est humilié, qui est orphelin, qui a plus ses parents, qui est tout seul, qui est recueilli par son oncle, sa tante et son cousin qui ne peuvent pas le blairer. Il leur fait peur, mais ça, il ne le sait pas.
Et il est enfermé, il a même pas une vraie chambre, il a un cagibi sous l'escalier et il est extrêmement maltraité. Et puis tout d'un coup, il a 11 ans et il y a des lettres qui arrivent en volant et un truc un peu improbable et un espèce de géant barbu qui vient le chercher et qui l'emmène dans un monde dont il soupçonnait pas l'existence. Et dans ce monde-là, il est un héros. Tout le monde le connaît. Tout le monde dit que c'est le sorcier le plus puissant. Tout le monde veut ne serait-ce que le voir. Il est célèbre. C'est une légende et le gars, c'est juste un pauvre petit garçon maltraité qui sort de son cagibi et qui dit mais qu'est-ce qui vous prend en fait ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Et quelque part, presque malgré lui, l'aventure et finalement la vie va l'amener à relever des défis incroyables qu'il va relever avec brio, avec intelligence, avec partage, avec humilité. Et il va triompher et il va être, en fait, il est réellement ce sorcier puissant et intègre et bon et fort qu'on dit de lui. Et lui, il reste ce petit garçon maltraité qui était sous son escalier à l'intérieur. Et d'un épisode à l'autre, si tu connais la saga, il doute en fait toujours autant. Et le fait qu'il ait été vainqueur la fois d'avant, ça le rassure pas du tout. Il continue d'y aller en étant persuadé qu'il n'est pas à la hauteur, mais il y va quand même. Et aux surprises, il est grave à la hauteur. Et ben c'est un peu comme ça que s'articule notre personnalité sur notre chemin de vie avec cette quête et ce grand vide qu'il nous faut dépasser encore et encore. Et là, je vais te ramener encore toujours aux mêmes références. C'est ce dessin animé de Disney En Avant où il y a le pont de la confiance, où le pont en fait est de l'autre côté, ils sont du mauvais côté du ravin, le pont est de l'autre côté, il faut l'abaisser, mais ils sont du mauvais côté, ils n'ont pas la manivelle. Donc ils peuvent pas baisser le pont. Donc il va traverser en marchant dans le vide, avec toute la trouille que ça lui fait, et à un moment donné, il va se lancer dans le vide, et hop, par magie, le chemin va apparaître, mais parce qu'il aura eu foi, qu'il aura eu confiance, et qu'il se sera lancé. Donc pour moi, ça fonctionne comme ça, ce complexe de lune noire. Donc j'espère que ça t'a parlé, que tu as mieux compris cet élément qui est un élément quand même très souffrant et qui n'est pas si simple à aborder. Et ça peut avoir l'air bête comme ça, mais je te promets que si on parlait de ta lune noire à toi et de comment ça a pu se traduire, tu comprendrais en fait cette sensation dont je te parle. Donc si tu veux aller voir où elle est, comme d'habitude, tu peux aller sur Astrothème, générer ton thème. Tu peux télécharger le petit récap astro que j'ai fait qui se trouve dans la description de l'épisode ou tu verras aussi un lien dans ma bio Instagram. Donc un petit récap astro qui va te permettre de reconnaître le symbole de la lune noire. Donc c'est une lune noire, grosse coupe, avec une petite croix en dessous. Sous la lune, et c'est une lune qui est remplie, qui est noire. Donc c'est ce symbole-là, et de voir dans quelle énergie il est posé, et puis d'aller chercher par toi-même ou de chercher ce que ça peut venir dire. Maintenant que c'est dit, la semaine prochaine, je vais voir, peut-être que je vais faire un épisode où je vais te donner quelques clés de chacun des complexes pour que tu comprennes ce que ça peut donner. Mais c'est pas simple d'en parler en quelques mots, mais je pourrais essayer, si ça t'intéresse, de donner un peu plus précisément comment ça peut se traduire chaque placement. Donc me connaissant, à mon avis, ce sera 2 épisodes parce que j'arriverai sûrement pas à faire les 12. Donc je ferai peut-être les 6 premières et puis les 6 suivantes. Donc voilà, tu me diras si ça t'intéresse ou si tu préfères aller creuser par toi-même, et si tu veux vraiment avoir une interprétation qui va faire plus écho et qui va tenir compte de tous les paramètres, parce que finalement chaque élément isolé est hyper intéressant, mais on revient à mon image de jeu de cartes, se rendre compte de la valeur et de la fonction d'une carte, c'est bien, mais ça dépend beaucoup de ton jeu et de ce à quoi tu joues. Donc ça peut être aussi hyper intéressant de mettre ça en perspective avec le reste du thème. Mais déjà, ça donne des clés. Donc si tu as envie, sache que tu peux en 3 rendez-vous d'1 heure faire avec moi le tour de ces 3 grands thèmes-là, c'est-à-dire la personnalité, le chemin de vie et la lune noire. Donc un rendez-vous dédié à chacune de ces 3 parties-là. Donc comme d'habitude, j'espace quand même mes rendez-vous en général d'une dizaine, voire 15 jours, parce que c'est dense en informations et que c'est pas mal de laisser du temps d'intégration.
Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus sur ton propre thème, sur tes enjeux et surtout en fait au-delà de ça, au-delà juste de ce savoir un peu théorique, c'est concrètement dans ta vie réelle, qu'est-ce que tu peux faire de tout ça. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Comme d'habitude, je te remercie beaucoup de ton écoute, de ta présence et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.